Vous êtes sur MTV+, et c'est l'heure de l'édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition éducation ivoirienne, le gouvernement évalue des politiques publiques, une décision avec pour objectif d'améliorer le secteur éducationnel du pays. En même temps, dans le pays, la sécurité se renforce. Le ministre Vagondo organise un séminaire avec les préfets dans le but de renforcer leur capacité dans la gestion sécuritaire. Et pour terminer, en Europe, nous aurons plus d'explications dans un élément sur la réduction des risques pour l'économie européenne. Bienvenue à cette édition débutant en Côte d'Ivoire où le gouvernement ivoirien veut améliorer l'efficacité de l'évaluation des politiques publiques dans le secteur de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est dans ce cadre que le professeur Koné Mariatou a reçu le 18 juillet 2023 à son cabinet 6 à Abidjan Plateau une délégation du laboratoire Abdul Latif Djamil conduite par sa cofondatrice et directrice Esther Duflo. Depuis décembre dernier, il existe une loi sur l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire, preuve de la volonté du gouvernement d'accentuer l'impact de ces initiatives sur les cibles que sont les populations. Avec l'appui des partenaires techniques, le secrétariat général de la présidence de la République initie depuis quelques mois une série d'ateliers thématiques après la protection sociale et l'insertion des jeunes. Ce troisième atelier thématique sur l'évaluation des politiques publiques tenu ce mardi traite le triptyque éducation, enseignement technique et formation professionnelle. Notre système de suivi et évaluation de notre politique souffre de plusieurs lacunes liées à la qualification insuffisante des ressources humaines, à la faible disponibilité de ressources matérielles et financières. C'est une belle opportunité de partage d'expériences réussies et de bonnes pratiques sur les méthodes et les pratiques en matière d'évaluation d'impact des politiques publiques dans le domaine de l'éducation et notamment dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que ces laboratoires de recherche de renom offrent. L'ambition du gouvernement est de permettre aux élèves, apprenants, étudiants d'acquérir à l'horizon 2025 des compétences fondamentales, professionnelles et fonctionnelles en vue de renforcer le capital humain nécessaire au développement économique, social et technologique du pays. Pour le compte du cabinet spécialisé qui va accompagner le gouvernement ivoirien, la Française Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019, donne un cours sur l'importance de l'évaluation des politiques publiques. Pour le secrétaire général de la présidence de la République, cette action va hisser le niveau du dispositif d'éducation-formation en Côte d'Ivoire. C'est une opportunité aussi à nos jeunes, à nos cadres ivoiriens, d'avoir accès à des formations de qualité, de sorte à ce que nous puissions avoir une administration publique qui soit une administration publique de qualité et forte. Donc c'est vraiment très important parce que nous nous projetons vers l'avenir. Nous ne regardons pas uniquement le court terme, nous regardons la formation de nos jeunes et ça s'inscrit vraiment dans la logique et dans la stratégie du président de la République. Autre temps fort de cette cérémonie, la signature de plusieurs accords de coopération entre le ministère du Plan et du Développement et l'Agence française de développement. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est rendu à Yamoussoukro ce lundi 17 juillet 2023 pour l'ouverture d'un séminaire de formation des préfets de région et de département des zones frontalières du Nord. Placé sous le thème « Police de proximité et gouvernance sécuritaire », ce séminaire, selon le ministre, permettra de doter les préfets d'instruments nouveaux pour le renforcement de leurs acquis dans la gestion sécuritaire de leurs circonscriptions respectives par l'introduction de l'approche participative des populations à la coproduction de la sécurité. Le corps préfectoral des zones frontalières ivoiriennes face à son premier responsable, le ministre Vagondo Diomandé. Police de proximité et gouvernance sécuritaire. C'est autour de ce thème que ces acteurs sont en séminaire. La sécurité est un droit fondamental auquel chacun de nous aspire. Dans un monde en constante évolution, les problèmes sécuritaires se multiplient, se transforment et ne connaissent plus de frontières. À cela s'ajoutent les migrations irrégulières des personnes qui fuient la pauvreté, qui fuient les injustices, bien évidemment qui fuient les conflits et les violences. Dans la perspective de trouver en Côte d'Ivoire la paix et la sécurité, socle de tout épanouissement économique et social,
que nos dirigeants ont compris qu'il faut installer de façon pérenne, avec tous les moyens qu'il faut. Cette activité bénéficie du soutien des États-Unis par le biais de l'USAID. L'ambassadeur des USA marque le soutien de son pays pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les préfets, vous et les forces de sécurité doivent continuer à gagner les cœurs et les esprits des populations afin d'établir une stabilité à long terme et pour freiner la propagation de l'extrémisme violent et du terrorisme, ciblant les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le terrorisme ciblant nous tous. L'État mettra tout en œuvre pour la sécurité des populations. Notre pays est en paix. Et cette paix doit être préservée. Et pour préserver cette paix, notre engagement personnel et collectif est essentiel. C'est pourquoi je salue cette synergie entre le corps préfectoral et tous les acteurs potentiels de la sécurité. Parce que je voudrais vous dire que nous sommes tous amenés à affronter avec détermination et intelligence tout ce qui peut mettre à mal cette paix et cette sécurité nationale. 3 jours, c'est le temps que va durer ce séminaire. Ces grandes articulations seront animées par des experts du domaine sécuritaire. Nous sommes à présent en RDC pour parler du partenariat avantageux entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Les deux pays ont signé ce lundi 17 juillet 2023 un contrat de 1,9 milliard de dollars pour une société minière publique de la République démocratique du Congo. Ce projet a pour objectif de développer au moins 4 mines dans l'est trouble du pays d'Afrique centrale, selon le président congolais. Plus de détails dans cette ligne. Les Émirats arabes unis ont signé un accord de 1,9 milliard de dollars avec une société minière en République démocratique du Congo. Selon le président congolais, Félix Tshisekedi, l'accord conclu avec la société minière du Kivu et du Maniema-Sakima prévoit le développement d'au moins 4 mines industrielles dans l'est du pays. La société possède des concessions minières pour l'étain, le tantal et l'or dans la région. Il y a quelques mois, la RDC avait signé un contrat de 25 ans avec la société émirati Primera Group pour l'exportation de certains minéraux extraits artisanalement dans le sud Kivu. La République démocratique du Congo présente cette initiative comme un moyen de lutter contre le trafic de minerais au profit de groupes armés et rébellions, dont beaucoup se trouvent dans l'est du pays et dont les activités sont en partie soutenues par la contrebande. Nous sommes présentement au Nigeria qui ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en blé mais qui souffre de la faiblesse de sa production locale. Selon le directeur du Centre pour la promotion de l'entreprise privée à Lagos, le climat du Nigeria rend la culture difficile. Une situation plutôt pénible pour le pays. Suivons ce reportage. Les céréales cultivées localement font recette au Nigeria. Mais la plus grande économie d'Afrique doit encore se contenter des importations, faute d'autosuffisance en la matière. Nous ne recevons pas assez de céréales étrangères. Celles cultivées localement sont facilement accessibles. Nous en utilisons beaucoup car elles contiennent beaucoup plus d'amidon que les céréales étrangères. Si l'Ukraine a envisagé un plan d'approvisionnement du pays en blé bon marché, le retrait de la Russie de l'initiative céréalière en mer Noire entrave la démarche. Je pense que la guerre entre l'Ukraine et la Russie obligera les pays à déclarer l'état d'urgence alimentaire. Car le blé est la principale matière première pour de nombreux aliments de base dans de nombreux pays du monde. Et vous pouvez voir le niveau de l'inflation alimentaire au niveau mondial. Vous pouvez voir les tensions sociales que cela provoque. Vous pouvez voir les protestations. Tout cela à cause du coût de la nourriture.
Autre facteur qui plombe la culture du blé au Nigeria, l'insécurité dans le nord, principal bassin de production. La première chose à faire est de s'attaquer au problème de l'insécurité, car sans sécurité, il n'y a pas grand-chose à faire en matière de production alimentaire, car le segment le plus vulnérable de la société qui a été touché par cette insécurité est celui des agriculteurs. C'est une première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne spécifiquement le blé, en raison des conditions climatiques, parce que le blé est en grande partie une culture tempérée, nous sommes sous les tropiques. Nous avons donc besoin du type de semis qui peut s'adapter à nos propres conditions climatiques. La faible production locale ne permettant pas de combler les pertes liées à la guerre en Ukraine, le Nigeria connaît une hausse des prix des denrées alimentaires. L'Union africaine estime que 83% des 11 millions d'Africains qui entrent sur le marché du travail chaque année ne sont pas en mesure de trouver des emplois formels à rémunérer. À l'occasion de la journée de l'intégration africaine célébrée ce mois de juillet, l'organe panafricain préoccupé par ces données a lancé un appel à ses États membres à œuvrer en faveur de l'accélération de la création d'emplois à travers l'inclusion numérique et financière. Dans l'aspiration d'un agenda 2063, l'Union africaine s'attaque au chômage des jeunes et vise l'accélération de la création d'emplois, gage d'une croissance durable. Malgré les efforts consentis dans ce sens ces dernières années, l'inadéquation entre le développement des compétences grâce aux nouvelles technologies et les opportunités d'emploi caractérise plusieurs économies du continent et reste l'un des plus gros défis à relever. Nous avons besoin d'emplois, de plusieurs emplois créés grâce à l'industrialisation, grâce aux progrès technologiques et aux investissements. Sinon, il sera très difficile pour les États membres de l'Union africaine d'atteindre le statut d'État à revenu intermédiaire d'ici 2033, qui est l'un des objectifs du deuxième plan de mise en œuvre décennal. Pour l'Union africaine, la capacité des Africains à vivre, travailler et voyager librement sur leur continent est essentielle pour faire avancer les efforts en vue d'accroître la création d'emplois. C'est dans cette perspective que l'organe continental prévoit un mécanisme de suivi du processus de création d'emplois sur le continent et s'engage à mobiliser 100 milliards de dollars en vue de créer 10 millions de petites et moyennes entreprises à travers le continent. Un projet qui entre dans le cadre de ces efforts visant à garantir la pleine inclusion des femmes et des jeunes dans le monde numérique et financier d'ici 2033. Nous avons souvent passé du temps à parler, mais mis très peu de choses en œuvre. Notre objectif à l'AI Trade Group est de construire un écosystème solide pour créer 80 à 125 millions d'emplois en 15 ans en tirant parti du savoir-faire, de la technologie, des finances et de la volonté politique, de l'action politique également. Les données de la Banque africaine de développement révèlent qu'environ 10 à 12 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail où seulement 3 millions d'emplois formels sont disponibles. L'institution a averti que 100 millions de jeunes Africains pourraient être au chômage d'ici 2030 si les mesures d'austérité ne sont pas prises. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants et ce nombre devrait passer à 2,4 milliards en 2050. Il s'agit d'un marché, mais aussi d'un vivier de talents potentiels que les entrepreneurs peuvent exploiter. Nous sommes tous conscients de la réalité démographique. L'Afrique est un continent jeune, avec des niveaux élevés de chômage, d'exclusion économique et d'inégalité entre les sexes. Cette situation doit susciter davantage d'innovation à travers le continent. L'Union africaine estime que 83% des 11 millions d'Africains qui entrent sur le marché du travail chaque année ne sont pas en mesure de trouver des emplois formels rémunérés. L'institution mise sur l'intensification des investissements en faveur des jeunes dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, la technologie et l'éducation. Alors que l'Europe progresse vers ses objectifs de zéro émission, comment l'Union européenne peut-elle protéger son économie et ses industries lorsque ses chaînes d'approvisionnement
dépendent si fortement de la Chine pour une large gamme de matériaux. Dans ce reportage, nous aurons toutes les réponses à ces préoccupations. La stratégie de l'Europe visant à réduire sa dépendance économique à l'égard de la Chine, de la Russie et d'autres pays repose sur 4 piliers. Le premier consiste à rendre l'industrie plus compétitive et plus résistante. Il s'agit de stimuler les technologies numériques vertes et de santé et de diversifier l'approvisionnement en terres et métaux rares importants. Le deuxième pilier consiste à mieux utiliser les règles commerciales existantes. L'Europe veut empêcher que les marchés soient perturbés par une concurrence déloyale et réduire les préoccupations en matière de sécurité liées à des technologies telles que la 5G. Le troisième pilier consiste à défendre les secteurs critiques tels que l'informatique quantique, la robotique ou l'intelligence artificielle. L'Union européenne veut s'assurer que son savoir-faire ne soit pas utilisé pour renforcer les capacités militaires ou de renseignement de ses rivaux. Le quatrième pilier consiste à tirer le meilleur parti des accords de libre-échange conclus avec l'Australie, le Mexique et le Chili. L'objectif est de diversifier les chaînes d'approvisionnement et les échanges commerciaux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'information. À la caméra, Ulrich Lago, Ulrich Kouassikan. À la réalisation, Monsieur Georges Tano. J'ai été ravie de vous présenter cette édition de l'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.